Alors, le quatrième principe pédagogique qui s'applique à l'utilisation des exemples en classe est probablement le principe le plus important de tous et le moins bien utilisé par les enseignants. Alors, le principe s'énonce comme suit. Alors, les exemples doivent toujours être accompagnés de commentaires d'analyse explicitant les attributs présents dans l'exemple. Alors, on a vu dans le principe précédent que un bon exemple, c'est un exemple qui présente des données, des informations sur chacun des attributs théoriques du concept. Euh, alors, une fois qu'on a énoncé notre exemple, il faut en faire l'analyse explicite devant les élèves pour montrer où se trouve dans l'énoncé de l'exemple chacune des caractéristiques théoriques qui, normalement, devraient s'y trouver, mais qui demeurent implicites. Alors, l'énoncé de l'exemple, étant donné qu'il possède de façon implicite les attributs du concept, l'énoncé de l'exemple ne suffit pas pour faire comprendre le concept. Alors, il doit y avoir un commentaire de l'exemple. Ce qui veut dire que on ne peut pas commenter un exemple avant d'avoir présenté des notions théoriques parce que c'est avec les notions théoriques qu'on élabore le commentaire de l'exemple. Ce qui veut dire que si on commence un cours avec un exemple, alors cet exemple ne sert pas à faire comprendre le concept. Comment on peut commencer un cours avec un exemple, mais dans ce cas-là, l'exemple sert à capter l'attention. Il faut que ce soit un exemple qui soit spectaculaire, qui fascine, qui attire l'attention ou qui surprend ou quelque chose comme ça. Mais on ne peut pas le commenter parce que pour commenter un exemple, il faut avoir présenté les explications de la notion théorique qui sont contenues implicitement dans l'exemple. Et ensuite, après avoir expliqué des concepts, après avoir présenté des exemples du simple au complexe, avant la fin de la leçon, on pourra revenir à l'exemple avec lequel on a commencé le cours pour le réénoncer une deuxième fois, mais ce coup-là, en suivant l'énonciation de l'exemple par des commentaires systématiques afin d'identifier toutes les données contenues dans l'exemple qui correspondent aux attributs spécifiques des notions théoriques qu'on aura expliquées pendant la leçon. Alors, on doit donc découper dans une leçon, on doit présenter l'exemple en deux temps. Un premier temps où on ne fait qu'énoncer les données de l'exemple. Alors, si c'est par exemple en biologie, mettons, en zoologie, ça va être des images. Souvent, un exemple de sapin, il faut que ce soit une image de sapin, à défaut d'avoir un vrai sapin dans la classe, là, ou aller faire une leçon dans le bois. Mais il faut qu'il y ait un énoncé du sapin. Alors, c'est un objet concret, le sapin. Mais un exemple en mathématiques, l'exemple d'une fonction mathématique ou d'une pente ou d'une ça peut être un énoncé écrit, par exemple, un exemple d'introduction en français avec sujet mené, sujet posé, sujet divisé. Ça peut se faire dans le cadre d'un texte que l'on dépose sur papier ou au tableau ou à l'écran pour montrer en quoi ce texte-là est une introduction et non pas un paragraphe de développement ou une conclusion. Parce que l'introduction a trois attributs qui le caractérisent spécifiquement. Il y a un sujet à mener, sujet posé, sujet divisé. Alors, si on fait ça dans un paragraphe de développement, ben, on fait une faute. Alors voilà. Alors donc, on doit présenter en deux temps. Il y a l'énoncé et le commentaire d'analyse de l'exemple. Maintenant, quand on fait l'énoncé de l'exemple, il faut faire très attention dans notre énoncé de ne jamais utiliser un vocabulaire théorique. Parce qu'un exemple, c'est pas théorique. Un exemple, c'est concret. C'est l'objet qui illustre la notion.
Fait que dans tous les mots de vocabulaire qu'on va utiliser pour présenter l'énoncé de l'exemple, il ne faut pas utiliser les mots de la théorie. Dans le commentaire d'analyse, évidemment, là, on va faire le lien entre chaque donnée de l'exemple et le mot théorique ou l'attribut théorique auquel il correspond, et on va identifier systématiquement dans notre commentaire d'analyse tous les éléments constitutifs de l'exemple. Voilà. Le cinquième principe, pour les contre-exemples, je vais quand même élaborer un petit peu sur les contre-exemples. Évidemment, les contre-exemples, il ne faut pas commencer avec des contre-exemples. Il faut commencer avec des exemples le plus évidents possible. Et une fois qu'on a bien assimilé les caractéristiques théoriques, non pas les exemples, mais les caractéristiques théoriques que l'on veut enseigner, eh bien là, on va présenter un contre-exemple. Le contre-exemple doit ressembler le plus possible à un bon exemple, mais pour lequel il y manque un attribut spécifique, un attribut essentiel. Fait un épinette, ça ressemble beaucoup à un sapin. Si je veux enseigner le sapin, qu'est-ce que c'est que le sapin? En contre-exemple, je ne prendrai pas un baobab. Bien sûr que le baobab est un contre-exemple de sapin, mais c'est un contre-exemple qui est tellement évident qu'il n'est pas utile au plan pédagogique. Le meilleur contre-exemple pour enseigner ce qu'est un sapin, ce serait un pin ou un épinette, ou en tout cas un autre conifère, parce que les conifères se ressemblent beaucoup les uns les autres, parce qu'ils ont le même attribut général. Par contre, ils n'ont pas les mêmes attributs spécifiques. Et c'est dans le commentaire du contre-exemple qu'on va montrer qu'il y manque un attribut spécifique. Alors, c'est pour ça que c'est un contre-exemple. Alors, voilà. Maintenant, le cinquième principe, les exemples servent à l'assimilation théorique par effet de modelage. Alors, on va voir dans une autre capsule qui va porter sur les exercices. Alors, un exercice et un exemple, c'est la même affaire. C'est la même affaire. C'est juste que l'exemple, c'est le professeur qui en fait le traitement. C'est le professeur, c'est l'enseignant qui l'énonce, l'exemple, et c'est l'enseignant qui en fait le commentaire d'analyse systématique, donnée par donnée, attribut par attribut. Même chose pour le contre-exemple. C'est le professeur qui en fait le traitement. Alors, ce passage du concret de l'exemple au commentaire théorique qu'il y a dans le commentaire, ce lien entre la théorie et la pratique, ou le concret et l'abstrait, c'est ce dialogue-là, ce passage-là, cette correspondance-là qui favorise l'apprentissage par les élèves de notions théoriques. Alors, il faut éviter que les exemples soient trop stéréotypés. Il faut qu'on diversifie le plus possible les contextes dans lesquels on va présenter les exemples pour que les élèves puissent assimiler tous les attributs génériques et spécifiques. Alors, il y a deux stratégies pédagogiques, ou je dirais deux familles de stratégies pédagogiques. Il y a une façon inductive et une façon déductive. La façon inductive, on ne pourra pas la faire dans le PPA 6075 parce qu'on aurait besoin de vrais élèves dans nos TP 1, 2 et 3 pour utiliser les réponses que ces élèves-là vont donner à nos questions. Je vais présenter en chronique du livre un excellent livre sur l'apprentissage de l'abstraction par Britt-Marie Barthes qui parle de l'approche inductive en enseignement. Alors, le prof présente des situations de cas, des exemples et des contre-exemples, et par la découverte guidée, il va faire induire par les élèves les attributs théoriques qui sont dans les bons exemples et qui sont absents des contre-exemples. Cette méthode-là, qui exige beaucoup de dialogue entre l'enseignant et l'élève, oblige l'enseignant à concevoir extrêmement rapidement des contre-exemples pour guider les élèves en fonction des réponses que les élèves
vont donner à nos questions. C'est une méthode de dialogue continu ou de découverte guidée. Cette méthode-là est surtout efficace avec des étudiants qui sont très performants, très motivés. Alors, en enseignement collégial, c'est pas la majorité du monde et c'est pas une méthode qui est très recommandée. Les études de la méta-analyse de John Hattie démontrent que c'est beau, c'est surtout très populaire dans les programmes ministériels et la réforme et tout ça, sauf que c'est très peu efficace avec la majorité des élèves. Ça prend des élèves très performants au départ et très motivés pour que la méthode inductive fonctionne. L'enseignement explicite s'appuie davantage sur une méthode déductive, c'est-à-dire que le prof présente les notions théoriques à comprendre dans des définitions, des explications et des exemples et des contre-exemples systématiquement présentés. Et ensuite, dans le cadre des exercices, le prof va demander aux élèves de concevoir eux-mêmes des exemples. Alors, quelqu'un qui a bien compris une notion théorique, il est capable d'utiliser de la théorie pour concevoir une application pratique qui respecte toutes les caractéristiques de la notion théorique. Alors, par exemple, vous, dans le PPA 6075, on vous a présenté les principes pédagogiques de la définition et après, on vous a dit, utilisez ces principes-là pour formuler des définitions. Alors, vous pourriez reformuler de 2, 3 façons différentes chacune des définitions que vous avez faites et toujours bien respecter les principes de la définition. Si vous avez compris, évidemment, la théorie sur la définition. De la même façon, vous allez devoir concevoir, donc par déduction, vous allez vous appuyer sur une notion théorique de l'exemple, vous allez formuler des exemples, et là, vous allez formuler des exemples en 2 temps. Dans un premier paragraphe, vous allez énoncer tous les éléments de l'exemple, et dans un deuxième temps, vous allez identifier tous les attributs spécifiques qui se trouvent dans votre énoncé d'exemple. Alors, c'est la stratégie pédagogique de l'enseignement explicite déductif qui est reconnue actuellement comme la pratique pédagogique la plus efficace d'entre toutes auprès du plus grand nombre d'élèves. Voilà. Alors, dans une prochaine capsule, nous allons élaborer sur les principes relatifs aux exercices. Voilà. Alors, merci de votre écoute attentive.